Aloha Jean-Benjamin. Aloha. Moi je dis allô, mais c'est pas grave. Et très bien, ça marche. Mais je t'explique ce que ça veut dire allô. Oui, tout à C'est fait. un langage écossais. Et ça marche du coup. Et ça marche bien aussi. Merci encore à toi de m'accueillir chez Ta Pensée Road Trip. Mais je t'en prie. C'est avec grand plaisir que je viens de te rencontrer et aujourd'hui on va te cuisiner pour tout connaître de toi et de ta vie d'auteur. D'accord. Vas-y, cuisine. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Vas-y. Donc la première question que j'ai à te poser, qui est une question maintenant un peu traditionnelle que j'ai posée à tout le monde ou presque, non tout le monde d'ailleurs, personne n'y a échappé, c'est qui es-tu, toi, Jean-Benjamin Jouteur, écrivain? Ah, moi Jean-Benjamin Jouteur ou moi écrivain? Comme tu veux. Comme je veux. Qui je suis. En fait, je crois qu'on ne sait jamais réellement qui on est. Enfin, moi, c'est ce que je pense, en tout cas. Donc, il y a plusieurs mois. Qui je suis. Je peux me présenter au niveau de mes métiers, parce que j'en ai plusieurs, qui me présentent une facette de ce que je suis. Je suis quelqu'un qui essaye de vivre comme il l'entend. Et il y arrive de plus en plus, dans le sens où je n'ai plus rien à prouver à qui que ce soit, ni même à moi. Donc, maintenant, je fais ce qui me plaît. Donc quelqu'un qui, après quelques décennies, a fini par trouver une certaine sérénité après avoir été très, pas torturé, mais en recherche. Voilà. D'accord, c'est super, alors tant mieux. Et je pense que ma phase d'écriture qui a attaqué relativement récemment, tout au moins pour la littérature, j'ai écrit pour le théâtre pendant une trentaine d'années, pendant 25 ans, cette phase d'écriture a commencé quand je me suis senti un petit peu mieux dans mes baskets. J'ai pu ressortir des choses qui étaient en moi, ancrées en moi depuis longtemps. D'accord. On rentre dans une psychanalyse là. on peut. Hein, si c'est ce que tu la manière dont tu voulais te présenter, c'est très bien. Non, mais ça va. Je te laisse guider, je te laisse diriger. Ça marche. Et donc l'écriture, on en vient. Ouais. Tu viens de me dire que tu as commencé assez récemment finalement. Là, on est en août 2020, donc ça fait à peu près combien de temps que tu écris? Alors, j'ai d'abord écrit à 19 ans. D'accord. Enfin, j'ai écrit à 12 ans. À partir de 12 ans, j'ai écrit comme ça. D'accord. Mais à 19-20 ans, j'ai écrit des choses qui étaient des choses très révoltées, très rebelles, qui me ressemblaient à l'époque, en tout cas. J'ai même gagné un certain nombre de prix avec ces trucs-là. D'accord, tu peux nous en dire plus? Alors oui, j'ai écrit un truc qui s'appelait Rêve d'ange. D'accord. Qui avait gagné le prix de la ville de Firminy, je crois. J'avais écrit Planète Verte, donc tu vois un petit peu, on parlait déjà d'écologie à l'époque, Planète Verte. C'était vers quand du coup? Alors ça, c'est dans les années, c'est vieux, hein. C'est vieux. C'est vraiment très vieux. Donc c'est les deux choses que j'avais gagnées. Et puis j'avais écrit un truc qui s'appelait Chronique des années frontières. D'accord. À l'époque où j'ai été chevrier dans un de mes métiers. Et j'écrivais comme ça quand je gardais mes chèvres au champ. Et j'avais gagné, c'est un recueil de nouvelles, hein, et j'avais gagné, c'était un concours qui avait été lancé par Jacques Chancel, pour ceux qui se rappellent de ce monsieur, et j'avais gagné le prix. Donc mes nouvelles avaient été lues sur France Inter, dans l'indifférence générale évidemment, enfin certaines des nouvelles avaient été lues sur France Inter. Mais pour ta grande satisfaction. Mais j'étais très content évidemment, et j'ai sorti ce recueil récemment, je l'ai repris un petit peu, génial. Et il est sorti, ça s'appelle maintenant Cahier d'un chevrier qui venait de la ville. D'accord. Voilà. Super. Donc voilà, il y a eu une grande période où j'écris pour le théâtre seulement, théâtre de prévention principalement. D'accord. Et c'est-à-dire j'adapte des faits divers. Des faits divers donc, qui traitent de l'alcoolisme, du suicide, de la drogue, de plein de choses difficiles. J'adapte des faits divers et je demande à des comédiens de jouer ces faits divers, mais en reprenant vraiment l'identité du personnage, c'est-à-dire que le public souvent croit que ce sont les réels personnages qui viennent témoigner et qui viennent raconter leur vie et même rejouer certaines scènes de leur vie. Et donc on appelle ça le théâtre participatif, on crée un dialogue avec le public qui devient acteur dans le sens de jouer avec nous, qui propose des solutions face aux problèmes que les personnages peuvent rencontrer. D'accord. Voilà. Super. J'explique ça en 2 mots. Et en fait, si j'ai recommencé à écrire, c'est un petit peu à cause de ça, ou grâce à ça plutôt, parce que je suis prof dans une école de théâtre, prof de théâtre participatif, parce que j'ai écrit ma méthode, et justement, un de mes élèves un jour m'a demandé d'écrire les cours que je leur donnais, de les jeter sur papier. D'accord. Et donc j'ai commencé à écrire une méthode, mais comme je voulais pas écrire une méthode A, B, C, D, j'ai imaginé une fiction. J'ai imaginé une journée de tournée dans laquelle il va se passer énormément de choses, dans laquelle j'explique en même temps ma méthode.
Pourquoi faire simple quand on peut faire un peu plus compliqué? Voilà. Et donc j'ai écrit cette méthode, et puis ça m'a redonné l'envie d'écrire. Ah, génial. Parce que du coup, tu avais eu un moment de pause? Ouais. D'accord. Donc j'ai écrit cette méthode, et ensuite il y a eu le premier roman, le deuxième, et tout ça. Et donc ça, c'était il y a quelques années maintenant? Et ça, c'était, c'est pas vieux, c'était en 2017, je pense. Donc tu t'es vraiment remis assez récemment à l'écriture. En 2017, ouais. Retrouver un peu tous ces plaisirs-là, d'inventer, de coucher des choses sur papier. Voilà, et puis comme moi j'ai écrit des spectacles pendant très longtemps, j'ai eu envie de faire l'adaptation romanesque de mes spectacles. Donc la plupart des bouquins, sauf les autobiographies, sont des adaptations romanesques de spectacles que j'ai créés à partir de faits divers. Génial. Donc je connais bien les gens parce que j'ai enquêté sur chacune des affaires, je suis allé voir des gens. Vraiment, il y a une vraie part historique, il y a une grosse recherche quand j'écris des spectacles. Je vais rencontrer en général, si je peux, les acteurs de ces faits divers. Ah super, ça doit être des rencontres hyper enrichissantes du coup. Alors, parfois c'est très dur parce que c'est toujours sur des thèmes qui sont difficiles. Ah oui, c'est ce que tu disais. Donc le premier spectacle s'appelait Autopsie d'un coma éthylique. J'ai enquêté sur la mort d'un gamin de 16 ans qui a fait un coma éthylique et qui est mort de ce coma. Donc je me suis rendu sur les lieux et j'ai interrogé son père, qui était alcoolique lui, et qui pour le coup a créé une association où il ne boit plus. D'accord. C'est dur cette rencontre. Les gamins, en fait, j'ai rencontré tous ces gens-là. Oui, notamment le flic a enquêté aussi, parce qu'il avait mort. Une vraie expérience humaine, du coup. Donc je suis en travail journalistique aussi, en plus, derrière. Ah oui, enfin, de recherche, en tout cas. C'est vraiment très poussé. Voilà. Et après, ça devient un roman. Super. Et donc, tu me parlais d'autobiographie aussi? Ouais, j'ai j'ai un parcours un peu chaotique. Non, c'est des choses, on va rentrer, je peux le raconter, parce que je le dis dans mon bouquin. Bien sûr. Quand j'avais 18-19 ans, donc je passe mon bac, je commence à faire du droit, comme mon père. D'accord. J'étais parti tout droit pour faire juriste comme mon père. Tout droit pour faire du droit. Et voilà, tout droit pour faire du droit. Et puis ça m'a saoulé. Oui, ça te plaisait pas? Ça me plaisait. Si, ça me plaisait en fait, mais je voulais vivre autre chose et je savais que si je finissais mes études, DUG, à l'époque il y avait le DUG, DUG, licence et tout ça, j'allais pas pouvoir vivre ma vie de jeune. Ouais, d'accord. Donc j'ai devancé l'appel à l'armée pour me faire réformer, ce que j'ai réussi à faire, et j'ai pris la route. D'accord. Donc j'ai vécu dans une communauté de ce qu'on appelle de communards à l'époque, en Ardèche. Pendant un certain temps, j'ai fait la route pendant un an ou deux, quoi. T'as vadrouillé. Voilà, j'ai vadrouillé, et puis j'ai gardé ça pour moi pendant très longtemps. D'accord. Et puis, il y a quelques temps, c'est mon fils qui m'a posé une question qui est née mon premier fils dans cette période-là, une période on va dire, de zone, de route, et il m'a demandé de lui en parler un petit peu, et pour le coup, je lui ai parlé, et ça m'a donné envie de raconter tout ça. J'ai raconté à personne en fait tout ça. D'accord. Mes proches, ça avait des bribes. Oui, des petits morceaux par-ci par-là, des souvenirs, des expériences. Parce que ça a été un parcours initiatique aussi je ne cache pas, de défonce, de drogue, de drogue dure, de plein de choses comme ça. Et tout un parcours de retour, ce qui explique pourquoi je fais de la prévention, que je bosse beaucoup avec des gamins qui se défoncent au touch, mais à beaucoup plus que ça, à l'alcool, c'est parce que je connais bien le produit. Oui, parce que du coup, tu l'as expérimenté et donc, tu sais d'où tu es revenu. Voilà. Donc, c'est sans doute pour ça que je fais de la prévention depuis 30 ans, quoi. On parle bien des choses que l'on connaît. Et on combat bien les ennemis qui ont été des amis. Oui, c'est ça, en fait, c'est ça, c'est connais bien tes amis, mais encore mieux tes ennemis. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, je sais dire aux gamins, quand j'ai ce gamin ici sur un divan, alors je vous explique qu'on est dans mon salon de thérapie, donc sur le divan sur lequel je reçois mes patients. C'est ça. Là, c'est toi qui te fais interroger. Voilà. Quand le gamin me dit, ouais, mais monsieur, vous pouvez pas comprendre, ça fait le touch, je lui réponds pas comme ça, mais ça veut dire, beaucoup de petits cons aussi, je connais vachement mieux que toi. Si tu savais. Voilà, si tu savais. Mais je le cache pas. Oui. Je le cache pas. C'est pas que j'en suis fier, mais je l'assume et je le revendique. Non, mais du coup, tu as aussi participé à l'évolution de qui tu es aujourd'hui, finalement. Voilà, c'est ça. Et puis traverser tout ça, donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui tu es toi. C'est ça. Et puis toi qui es passionné de littérature, je pense que tu connais bien Jacques Kerouac. Kerouac, et c'était vraiment un de mes maîtres quand j'avais 19-20 ans. Il me fascinait, ce mec-là. La route, c'est le début des beatniks, enfin on appelle ça les beatniks à l'origine, mais lui c'était pas un hippie, c'était la route, mais il avait surtout cette façon. Charles Duchossois aussi, si tu connais, je te conseille. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Flash ou Grand Voyage. C'est une sorte de journaliste. Et Kerouac a fait un peu ça aussi, c'est-à-dire qu'il vivait la route, il a lancé ce mouvement, mais il avait cette espèce de regard de témoin
Donc il participait au délire, si tu veux, de la route, que ça soit, alors chez Kerouac c'est plus l'alcool, du Chaussois c'est plus la drogue, même si l'alcool est une drogue, mais il avait ce regard de témoin qui, en même temps qu'il se défonçait, regardait les gens autour de lui, étudiait et analysait les situations et les gens, et prenait des notes. D'accord. Et quand j'ai fait mes 2 ans de route, si tu veux, même si je suis allé relativement loin dans la défense et tout ça, je prenais des notes parce que je voulais tenter des expériences en fait. D'accord. Pour avoir des choses à écrire. D'accord. Parce que j'écrivais tout ce que je voyais quand j'étais tranquille pour le faire. Quoi. D'accord. Et je sais pas pourquoi je te racontais ça, j'ai perdu le fil. J'essaie de rentrer le fil aussi. On était parti sur, je te demandais pourquoi il te fascinait, parce que du coup tu me disais que cet auteur te fascinait quand tu avais 19 ans. Oui, il me fascinait pour son côté rebelle. Voilà, c'est ça. Pour son côté rebelle et pour son côté je prends le risque. S'il y a que les marginaux, tous les gens différents qui prônent une vie différente, on peut les détester, on peut les haïr, on peut en avoir peur, on peut les mépriser, mais il faut en tenir compte parce que c'est eux qui changent le monde. C'est vrai. Oui, c'est eux qui prennent le risque de changer le monde, quoi. De créer des mouvements qui vont peut-être se casser la gueule, comme le mouvement hippie s'est cassé la gueule parce que c'était utopique. Mais moi j'ai jamais été hippie, j'ai vécu avec eux mais j'ai jamais été hippie. Oui, voilà, mais je les ai regardés et c'était des gens qui avaient des idéaux qui étaient chouettes et qui, quand j'ai vécu avec ces communards dans les années fin des années 70, c'était des gens qui prenaient le retour à la nature, qui prenaient l'amitié, qui prenaient la vie saine, qui prenaient plein de choses qui étaient vachement bien en fait. Hein. Après ils y sont pas arrivés pour différentes raisons, mais les idées étaient, et aujourd'hui d'ailleurs on appelle ça des néo-ruraux aujourd'hui. D'accord, oui. Mais c'est la même chose. Hein. Finalement, on y revient. Ils avaient compris qu'ils ne pouvaient pas changer le monde comme les hippies voulaient le faire, de façon imminente et rapide. Donc ils se sont dit, on ne va pas chercher à changer le monde parce qu'on n'y arrivera pas et de quel droit. On va seulement changer notre monde, on va s'inventer une vie qui nous plaît. Loin de ce monde qui ne nous plaît pas. Sans prétendre changer les autres. D'accord. Et c'est une philosophie que j'aimais bien. Ouais. Et alors, je suis bavard. Hein. Ah, mais très bien, moi j'adore, j'en apprends plein, c'est génial. Voilà. Donc tu as longtemps écrit, donc comme tu disais, depuis que tu avais 12, 19 ans, etc. Est-ce que le fait de te publier, c'est quelque chose qui te faisait déjà arriver à ce moment-là, ou pas forcément? Au début, non, pas vraiment. Non. Pas vraiment. Alors, mais c'est vrai que mes copains, j'écrivais des trucs, et en fait, je filais beaucoup à mes copains, à mes proches, à des gens comme ça, et ils me disaient souvent, mais tu devrais... C'est ton bébé, tu dois le laisser grandir, le laisser partir, et donc le confier à des éditeurs qui vont le faire vivre. Et moi, j'avais cette espèce de pudeur, de faire lire. Tu te dépoiles un petit peu quand tu écris quand même. Hein, il y a une part de toi qui part en fait dedans. Tout auteur se raconte quelque part quand même. Complètement. Et en fait, ce qui m'a... alors, il y a eu des prix littéraires que j'ai gagnés, il y a un truc que j'aime bien dire, c'est que quand tu es jeune, quand tu as 19 ans, tu as plein de trucs à dire. Tu es très... alors, tu n'es pas forcément rebelle, mais enfin, tu es à fleur de peau parfois, tu as des choses à dire. Tu n'as pas forcément les techniques pour les dire. Donc, tu arrives à te trahir quand tu écris. Et parce que tu n'emploies pas les bons mots, les bonnes phrases. Quoi. Par contre, quand tu vieillis, tu chopes la technique de l'écriture. Tu chopes, tu sais comment gérer les mots. Mais tu n'as plus la fougue. T'as plus la foudre, et t'as plus l'authenticité et la pureté et la spontanéité que tu avais lorsque tu avais une vingtaine d'années, quoi. En fait, il faudrait que chaque auteur puisse se dédoubler avec une part de lui quand il était plus jeune et une part de lui un peu plus mature. Ouais, ou alors faire exactement ce que Brel dit dans sa chanson, savoir devenir vieux sans être adulte. C'est-à-dire garder au fond de soi, si tu veux, le gamin qu'on a été, qui est toujours là, et savoir le remettre en route de temps en temps. C'est le travail que j'ai fait sur mes errances, ça s'appelle Errance d'un pantouflard. Oui, j'aime beaucoup ce titre d'ailleurs. Parce que c'est vrai, j'ai toujours été un pantouflard, mais un pantouflard qui parfois lâcher ses pantoufles, quoi. Pour le plaisir de les retrouver peut-être à peu près. Voilà. Et oui, retrouver le gamin qu'on était. Et aujourd'hui, j'ai un œil différent mais je suis capable de remettre mon personnage de gamin en route et de penser comme lui. Il suffit de retrouver son regard d'enfance, tout simplement. Oui. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui tu arrives à faire. Ouais, je revois mon père quand j'avais 19 ans, je revois ma grand-mère qui était importante pour moi quand j'avais 19 ans, je revois tous ces gens-là, et même moi je me revois parce que j'arrive à penser comme je pouvais penser, ce qui fait peut-être que ma fille m'appelle l'adolescent. Ah. Parce que c'est adolescent. Oui, c'est un très bon terme, je trouve. Voilà. Et du coup, donc t'as jamais voulu trop t'hésiter, etc. Comment tu as connu l'auto-édition et à quel moment c'est rentré dans ta vie?
Alors, l'auto-édition, quand j'ai écrit donc le premier, on va dire, le retour à l'écriture, non pas de théâtre, mais donc d'abord mon essai de théâtre. Donc vers 2017, c'est ça? Comment? C'était vers 2017, c'est ça? Oui, mais ma technique théâtrale. Ah oui. Ça s'appelle Démos en acte. D'accord. Théâtre participatif Démos en acte. Je l'ai proposé à une maison d'édition. D'accord. Vous avez quand même fait la démarche de dire, bon, ouais. finalement, j'essaye et je vois ce que ça donne. Il y en a 2 qui ont répondu. D'accord. Favorablement, il y a, je ne me rappelle jamais le nom, c'est c'est une sous-marque, enfin, une filiale de Gallimard, qui publie des essais, des méthodes, j'ai perdu le mot, c'est pas grave, des thèses. Voilà. Et par contre, et puis il y a un autre qui s'appelait Édition Plurielle. D'accord. Je crois, c'est un truc qui est en Belgique, je crois. Et Thoman, voilà, je ne me rappelle plus du nom, m'a proposé le contrat suivant. Les 500 premiers sont pour nous, et vous touchez 1 ou 2% après. C'est très peu. C'est vraiment très peu. Et oui, et il me disait, en plus, il disait qu'il faisait une fleur. Ah oui, parce que c'est vraiment un cadeau de leur part. Normalement, c'est les 1000 premiers pour eux. D'accord, ok. Et ensuite, donc, ils vendaient le bouquin, je sais pas, 15 €, un truc comme ça. Moi, je devais toucher 1 € par bouquin. Oui, c'est ça. Je sais pas exactement. Au bout du 500e. Oui, bien sûr. Mais ils me demandaient de faire tous les salons qu'ils me proposaient, mais à mes frais. D'accord. Donc là, j'ai dit, bon, ne pas gagner du pognon, je veux bien, mais je voudrais quand même éviter d'en perdre si c'était possible, quoi. Bien sûr. Donc voilà. Et l'autre éditeur, Édition Plurielle, il voulait le bouquin pour le faire lire, pour le faire corriger ou je sais pas quoi. Et je leur dis surtout, vous publiez pas, il n'y a pas de bon à tirer, parce que j'ai un de mes profs qui est docteur en psychologie, à qui je voulais vraiment qu'il me fasse le prologue, pas le prologue, la préface. Oui. Et donc je renvoie le texte, tout à fait. Voilà, et puis j'apprends qu'il a été publié. Ah, il le fait sans me demander mon avis, sans me mettre la postface. Je savais qu'il y avait encore des coquilles. Je voulais que ça soit corrigé. J'ai pas compris pourquoi. Il me dit, mais ça doit sortir pour la rentrée ou je sais pas quoi. Mais en fait, t'avais même pas donné ton accord, en fait. Donc j'ai rompu tout lien avec eux, quoi. Et là, je dis, on n'est jamais aussi bien servi par soi-même. Donc je me suis lancé dans l'auto-édition. Mais comment tu l'as connu, l'auto-édition? Je me suis renseigné. On avait déjà entendu parler ou... J'ai cherché sur internet les façons qu'il y avait. Et j'ai commencé, alors je ne sais pas si je vais citer la marque. Tu peux. La marque, le nom, j'ai commencé avec Bookelis. D'accord. Ça s'est bien passé? Alors j'ai arrêté avec Bookelis parce que je trouvais qu'il revendait le bouquin très cher. Et si moi je voulais vendre mes bouquins, j'étais obligé de le racheter. Je le rachetais quand même très très cher aussi. D'accord. Et il proposait un service qui était quand même pas donné. D'accord. Et quand on est auto-édité, on doit tout faire soi-même, sinon ça nous coûte très très cher. Oui. Donc j'étais pas un grand spécialiste, notamment des couvertures. Et j'ai fait couverture, je me suis un peu planté dans la maquette. Je me suis pas un peu planté, je me suis carrément planté. Mais parce que le gabarit, parce que aussi. Oui, c'est quelque chose, enfin, faut savoir le faire aussi. Voilà. C'est pas facile. Et j'ai envoyé, sans savoir, je m'étais planté, les documents à Bookelis. D'accord. Et j'ai reçu les bouquins. Mais le problème, c'est que il n'y avait pas, sur la tranche, il n'avait rien noté. D'accord. Ils avaient enlevé parce que ça dépassait de 2-3 mm. D'accord. Et donc, ça ne pouvait pas être publié pour Hachette, quoi. Ça ne pouvait pas être, référencé chez Hachette. Oui. Et puis, comme je m'étais un peu planté dans le titre, il y avait le titre comme ça, qui finissait ici. Enfin, c'était dégueulasse. Mais ils m'en ont fait 25 ou 50 comme ça. D'accord. Sans, j'ai dit, mais vous voyez bien que c'est mauvais, quoi. Venez-moi, dites-moi. Et donc, j'étais pas d'accord, j'étais pas content. Commercialement, ils ne m'ont pas proposé autre chose. Oui. Ils ne m'ont pas dit, bon, c'est vrai, on s'est planté, on aurait dû regarder. Ouais, donc, il n'y a pas de regard. Il n'y a pas de suivi réel, en fait. Parce que je pense que ça les arrange plutôt de faire eux-mêmes les couvertures et tout ça. Oui. Et là, je suis parti avec Amazon. D'accord. Parce qu'Amazon, vous vous plantez dans la couverture, et elle ne sort pas. Oui. Ils préviennent, ils disent il y a une erreur. Il y a une erreur, ça passe pas. Déjà, vous savez, quand vous le montez, quand vous le faites sur le logiciel qui vous passe, et ben, vous voyez que ça passe pas sur le site. Et même si ça passe, et que le logiciel laisse passer la faute, il vous envoie un courrier au bout de 2 jours ou 3 jours, qu'il y a un problème. D'accord. Et donc, il vous explique pourquoi vous êtes obligé de recommencer. D'accord. Donc ça, je trouve ça sérieux. Oui, c'est vrai. Deuxièmement, Amazon joue le jeu parce que, à la base, c'est un éditeur, Amazon, tout au début. Et il vend les bouquins, quand nous, on les achète pour les revendre en tant qu'auteur, à prix coûtant. Donc, bien moins cher. Mais c'est bien moins cher. C'est que, par rapport au Bookelis, je dirais, c'est le tiers du prix. Oui, donc ce qui est quand même énorme. Voilà, c'est énorme. Hein. Donc, moi, j'étais plutôt content de travailler avec Amazon. Mais certains libraires refusent de prendre du Amazon. Oui.
Donc j'ai trouvé une maison, enfin une imprimerie, qui m'a fait mes bouquins pour pratiquement le même prix qu'Amazon. Ah, c'est génial. Voire moins cher. C'est une imprimerie locale du coup? Non, c'est la même qu'Amazon, c'est en Pologne. D'accord. Mais avec une agence en France. D'accord. Mais qui fait aussi, qui va pas imprimer s'il y a un problème, qui m'appelle, et j'ai des gens au téléphone, il y a un gros travail, il y a un gros suivi, tout ça. D'accord. Donc c'est une imprimerie, ça s'appelle Book Factory. D'accord. Voilà. Génial. Donc je suis arrivé à l'auto. Et puis au fur et à mesure, j'ai appris à faire moi-même mes couvertures, mes à plus faire de petites bêtises. Voilà, à faire moi-même j'ai appris à me servir des logiciels et tout. Parce que pareil, tout ce travail de mise en page, de correction, etc., c'est des choses qui t'ont jamais effrayé dans l'auto-édition? Alors le travail de correction au début c'était les copains. Enfin, les copains, les amis, des gens qui sont soit profs de français, soit machin, soit grands lecteurs, soit... Alors pour la bêta lecture c'est relativement facile de trouver des gens qui sont très carrés, très costauds par rapport à la bêta lecture, donc sur le fond. Mais sur la forme, même si ce sont d'excellents profs de français ou autres, ils laissent passer des coquilles. Oui. Donc, par respect pour mes lecteurs, maintenant je fais appel à une correctrice professionnelle. D'accord. Qui fait du très très bon boulot et qui mérite totalement son salaire, quoi, parce qu'elle fait vraiment un travail sérieux, intéressant et tout. Quoi. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Serviplume. D'accord. Elle s'appelle Vanessa, son prénom. Ah, oui. Et sinon, c'est Serviplume. D'accord, super. Du côté de Nantes, je crois d'ailleurs. D'accord, Rennes. Sympa. Alors Nantes, pourquoi? Parce que Abby est de Nantes. Complètement, voilà. Donc elle doit être dans mon coin, il faudrait que j'aille regarder ça. Comme moi, je regarde la caméra, ça c'est l'habitude. C'est ça. Super, donc du coup, tu as atterri dans l'auto-édition en 2017. Ouais. C'est ça, donc ça fait environ 3 ans. Comment ça se passe depuis environ 3 ans? J'en ai écrit un paquet de bouquins. Oui, du coup, t'en as combien aujourd'hui? Alors attends, je vais essayer de te le dire. Mozannac, c'était le premier, Chronique de l'Avatar 1 et 2, les 2 polars, Le Chevalier, Errance, je dois être 7 ou 8. D'accord, c'est une belle productivité. Ouais. Parce que j'écris que... Enfin, ça part tout seul. Si je me mets, ça part tout seul. Oui. T'as pas de problème d'inspiration, de page blanche, ce genre de blocage? Non. Non, parce que j'écris beaucoup ce que je vois aussi. La plupart de mes bouquins, comme je dis, sont des adaptations soit de spectacles que j'ai écrits. Du coup, tu te reposes sur des expériences. Voilà, et puis j'utilise beaucoup le salon dans lequel on est en ce moment. Je reçois beaucoup de gens qui me racontent un petit peu le suivi de mes spectacles, qui me racontent aux galères, soit avec l'alcool, soit avec la drogue, soit avec autre chose. Et donc, je recycle beaucoup ce qu'ils me racontent. Oui. Et donc, dans mes bouquins, on retrouve beaucoup de mes patients. Ils changent de prénom, bien sûr, ils changent de trucs. C'est pas tellement mes patients qu'on retrouve, c'est des problématiques qu'ils rencontrent. Oui, voilà, c'est finalement des choses qui pourraient arriver à n'importe qui d'autre. Voilà. Je bosse beaucoup sur les discriminations. J'ai eu l'occasion de rencontrer un gamin qui dit si je peux en parler parce que bien sûr je ne donne pas son nom, mais une maman qui m'a amené un gamin de 15 ans, 16 ans en disant qu'il avait des problèmes avec son fils parce qu'il était devenu agressif, il parlait plus, il était pas bien, enfin bon bref. D'accord. Et ce gamin-là, si tu veux, au début il était assis là, mais il disait rien. Mais je lui ai dit écoute c'est pas un problème, sa mère est partie bien sûr. Je dis c'est pas un problème, si tu veux regarder un film, n'importe quoi, tu regardes, et moi je vais boucler, dans ce heure ta mère va te chercher, puis basta, quoi, je vais pas t'emmerder. Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il me disait, mais vous me posez pas de questions. Je dis, bah non, je ne vais pas parler, je ne pose pas de questions. Je ne vais pas te forcer. Je ne vais pas t'emmerder, quoi. Et au bout de, je sais pas, de 20 minutes, là, il me dit, j'ai bien peur d'être pédé. Pour lui, c'est une maladie de honte. D'accord, oui, c'est vraiment... Parce qu'il avait entendu son père qui avait vu un film où il y avait, je sais pas, où il y avait des guerres, enfin je sais pas quel film, il a dit encore un film de Tafiole, enfin il a dit un truc comme ça. Et lui, il a pris. Donc pour lui, voilà. Et ce gamin, c'était voilà, c'était, il me dit j'ose pas en parler à ma mère parce qu'elle va être triste, que je sois pas normal, tu vois. Tout le truc qu'un jeune gay, quand il se rend compte qu'il est gay, peut vivre, quoi. Tant de choses à déconstruire à ce moment-là. Voilà, donc j'ai trouvé utile dans le roman que j'écrivais à l'époque. Qui est lequel? Placer ce gamin là-dedans et tous ces problèmes qu'il avait. D'accord. Pour pouvoir, si tu veux, quelqu'un qui va lire ce thriller fantastique que j'étais en train d'écrire, notamment des ados, vont dire tiens, ce gars-là, ce personnage-là, il vit de la même galère que moi. Oui. Et voilà peut-être sa solution. Et puis les parents qui vont le lire vont dire tiens, mon fils traverse ça. Il y a des solutions. Donc,
par le biais du polar, par le biais du thriller, par le biais du machin, je continue mon boulot de prévention. C'est ça en fait, tu continues à être thérapeute à travers tes textes. Ouais, c'est malgré moi. Des formations professionnelles. Ouais. Non, puis c'est une envie aussi, je pense. Hein. Oui. Parce que je pense que la littérature... Si t'es porté par la prévention, etc. Ouais, c'est l'envie de continuer, parce que je pense que c'est important, puis voilà, c'est mon boulot, et je continue à faire mon boulot avec d'autres outils. Quoi. Oui, complètement. Ouais, c'est ça. Et puis la thérapie par la lecture, c'est quelque chose qui est sympa. Ben oui, dans mon bouquin, je parle, dans le thriller justement, je parle d'une gamine HP que j'ai rencontrée ici, je parle d'un gamin qui est autiste Asperger, je parle de ce gamin-là qui est enfin, tous ces gens-là, j'essaie d'en parler aussi, de leur donner, ils ont rarement la possibilité d'être entendus. Oui, c'est vrai. Donc je fais de eux des héros dans mes bouquins. C'est ce qui fait qu'on se dit, tiens, il est autiste, elle est HP, il est gay, elle est truc, et il peut aussi être héroïne de livre. C'est pas forcément le mec, la nana, qui fait 1m75, qui est beau, et oui, qui est super fort. Voilà, des gens normaux, des gens différents. C'est ça. Les différents ont le droit au chapitre aussi. Avec chacun son histoire. Ouais, c'est ça. C'est super. Amen. Non mais c'est top. Et du coup, quand tu as commencé, tu fais maintenant 3 ans, ça fait 3 ans que tu es dans l'auto-édition, tu as ton parcours, ton aventure. Tu as commencé à faire des salons, des événements. Ah, j'en ai fait plein, ouais. Alors le premier, c'est quelque chose comment tu t'es lancé à faire ça? Alors t'as pas eu peur, pas d'appréhension? Non, le premier, tu sais, je suis comédien. Hein. Donc, ça aide un petit peu. J'ai l'habitude de parler, d'être devant des gens. Alors la différence est que quand je suis devant des personnes, c'est un personnage qui est devant un public. Et là, tu es toi. Ouais, alors quand j'anime, par contre, j'anime beaucoup de débats, de choses comme ça, avec des spectacles interactifs. Là, c'est moi, mais j'ai créé un personnage de présentateur aussi. Et oui, bien sûr. C'est pas vraiment moi qui anime. Donc, je me suis créé un personnage aussi d'auteur de signes et dédicaces. Et avec qui nous parlons là alors? Alors un petit peu avec l'auteur, avec le personnage d'auteur que j'ai créé. D'accord. Ouais, c'est vrai. Mais qui se met en route, je le fais pas exprès, en fait, il se met en route tout seul. Et bien sûr. Et ce soir, on va manger ensemble, je serai sans doute différent. Ça marche. Ah oui, c'est bien. Mais de toute façon, on parle de télé, donc c'est normal aussi qu'il soit un petit peu là. Oui. Et puis il connaît mieux. Si je suis en train de faire un bricolage quelconque, j'aurai énormément de mal à te parler de mes bouquins. Bien sûr. Parce que c'est pas la même partie du cerveau qui sera en route. Oui, tu vas être focus sur autre chose. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc voilà. Donc les événements, les salons, comment ça s'est passé? Alors oui, comment? C'est ma belle-mère qui un jour m'a dit « Oh, t'es ri, blablabla », donc j'en avais écrit qu'un ou deux. Il y a un salon, j'ai une copine qui fait un salon littéraire à Bassan-Bassais. Si tu veux venir, je peux te faire inviter. Génial. Alors je dis pourquoi pas, j'y suis allé, j'ai vendu 0 bouquin, mais j'ai vu un peu comment ça fonctionnait. T'as mis un premier pied dedans. Voilà, j'ai mis un premier pied dedans, et puis il y a une dame qui était une responsable politique du coin qui a flashé, qui a bloqué sur mon travail de prévention. D'accord. Sur les mots en acte où je parle de la prévention, comment je travaille avec les jeunes ou les adultes d'ailleurs en difficulté. Et donc ça l'a hyper intéressé. Alors le problème, c'est que j'ai pas fait très attention parce que j'étais tombé sur une bande de copains qui ont voulu me voir, et au moment où elle parlait au micro, en parlant notamment de mon bouquin, et je l'ai pas entendu moi. Et c'est un de mes potes qui me dit, elle est en train de causer de toi la dame là. Oh. Et moi j'avais complètement. T'étais déconnecté. J'étais plus du tout dans le truc. Preuve, tu vois que. C'est ça. Hein. Voilà. Mais après j'ai entendu parler du salon d'auto-édition. C'était le premier. C'était le premier qui se passait à Brignais. Non, c'est pas à Brignais, si. C'est à côté de Lyon, c'est ça? À côté de Lyon, dans la banlieue lyonnaise, ouais. C'est comme ça que j'ai connu Céline Bernard, que j'ai connu tous les auteurs que je fréquente. D'ailleurs, aujourd'hui, dont certains sont venus vraiment des potes, quoi, des copains. Et donc, j'ai fait ce premier salon d'auto-édition, et là, j'ai commencé à vendre, et puis après, j'ai trouvé le moyen de m'inscrire un peu partout, de me faire une bande de copains, d'entrer dans les assos, voilà, quoi. De tester par-ci par-là. Bon, je fais pas mal de salons. Oui, ça te plaît? Ouais, j'aime bien parce que j'adore discuter avec les lecteurs, et puis surtout, j'adore faire le même salon une deuxième fois, une troisième fois, parce que je rencontre des gens qui m'ont acheté le tome 1. Ah, et qui te suivent alors. Et qui me demandent le tome 2. Alors c'est pas tellement le fait de vendre, c'est le fait qu'ils viennent parler de ce qu'ils ont vécu, ressenti en lisant le tome 1. Ah, génial. Et j'ai même des gens qui m'écrivent pour me proposer des suites. C'est vrai. Trop top. Donc c'est marrant de rencontrer les gens, de discuter avec eux et tout ça.
J'ai même eu un jour dans un salon, c'était un salon, je sais plus où c'était dans la plaine du Forêt, là. Et il y avait une radio qui est venue interviewer certains auteurs, dont moi, il m'en parlait du Chevrier qui venait de sortir. D'accord. Kaina Chevrier. Et donc, je raconte quand même l'époque où on fumait quand même des pétards, voilà, je le cache pas, hein, et qu'il a fallu à un moment arrêter les pétards pour se mettre à travailler si on voulait vivre et manger. Et voilà, je raconte ça à la radio. Et puis dans l'après-midi, il y a une dame qui me raconte, elle me dit, c'est vous le fumeur pétard? Je dis, bah, plus maintenant, mais pourquoi? Parce que vous avez dit à la radio que vous fumez des pétards, et c'est qu'on fait, je voulais voir à quoi vous ressembliez. Ah, et je voulais acheter votre bouquin. Ah oui. Bon, ça va, ça l'a pas rebuté alors. Non, ça l'a fait rire. Parce qu'elle était du coin, elle a entendu ça à la radio, puis elle a dit, quoi, comme quoi ça peut servir la radio, tu vois, les audios, ça sert. Complètement. C'est génial. C'est super. Et du coup, en termes d'écriture, qu'est-ce qui pour toi est un peu difficile à faire ou qu'est-ce qui est au contraire plus facile à faire? Excuse-moi, je t'ai pas suivi. Pour l'écriture. Ouais. Qu'est-ce qui pour toi te semble difficile et facile à faire? Alors, difficile et facile. Moi, j'ai une espèce d'habitude quand j'écris. T'as des petites manies d'écrivain? Ouais, j'ai une manie d'écrivain, c'est de me relire systématiquement. D'accord. Ce qui peut prendre du temps quand je suis à la fin du bouquin. C'est-à-dire que si je vais écrire maintenant, je vais me relire entièrement. Ce qui va me permettre de chasser des coquilles. Bien sûr. Mais surtout, ce qui va me permettre de réécrire certains chapitres, certaines phrases, voire certains chapitres, ou certains paragraphes, ou d'en rajouter. Ce qui fait que ça prend beaucoup de temps. Donc, je peux pas m'installer à ma table pour 10 minutes, quoi. Oui, t'as vraiment besoin de plusieurs heures devant toi. J'ai besoin d'avoir plusieurs heures devant moi. Ça, c'est le côté difficile. Alors, parfois, quand j'ai un truc comme ça qui vient, je vais écrire le texte, le chapitre, tout en sachant que quand je vais le relire, je vais pratiquement tout modifier. C'est le premier jet. D'accord. C'est le premier jet. Alors, difficile, qu'est-ce qu'il peut y avoir difficile? Donc ça, c'est le côté difficile. Le côté facile, c'est que je réfléchis pas, c'est que je cogite pas pour savoir ce que je vais écrire. En fait, j'écris le squelette, ce que j'appelle le squelette. C'est-à-dire l'histoire, je sais que je vais raconter ça, et ça part tout seul. Et en fait, je crois que c'est ça le grand mystère d'inspiration, c'est que j'ai l'impression que quelqu'un me dicte. Je découvre en écrivant, en fait. C'est que parfois je suis impatient d'écrire, parce que j'ai laissé mon personnage dans telle situation, et j'ai envie de savoir la suite. Et je la sais pas, la suite. Je la suis uniquement quand je commence à écrire. Au moment où tu es dedans. Donc je fais des plans, parfois d'écriture, mais je ne les respecte jamais. Et vraiment, je n'ai jamais respecté un plan. C'est vrai? Ouais, jamais. Et même les débuts, je sais jamais la fin, évidemment. Donc j'écris la fin. Tu pars vraiment en total feeling, en totale improvisation quand tu te lances. Ouais, c'est ça. C'est que la fin, en fait, je la trouve uniquement à la fin. D'accord. Et en fait, la fin, elle va souvent me forcer à réécrire le début. D'accord, pour que ça corresponde mieux. Ouais, pour que ça corresponde mieux, ouais. Ah ouais. Donc, au fur et à mesure, j'écris. En fait, j'écris. Alors, ça, c'est peut-être l'habitude du théâtre ou du cinéma, où on ne travaille pas forcément dans la chronologie. Et oui, complètement. On travaille des scènes hors chronologie. Donc, c'est peut-être ça aussi. C'est une temporalité différente. Ouais. Donc, souvent, on peut écrire, surtout en cinéma, hein, tu travailles là-dedans, donc tu le sais, on peut filmer d'abord la fin. Complètement, ah oui, bien sûr. Il n'y a aucune chronologie respectée. Oui, puisqu'après, avec la magie du montage, on fait ce qu'on veut. Ça. Donc là, c'est avec la magie de la relecture, finalement. Ouais, c'est ça. Donc, c'est le côté difficile, c'est de ne pas savoir du tout où je vais. Et de pas du tout raconter l'histoire que j'avais prévue à la base. Quoi. Vraiment pas du tout. Donc, c'est marrant. Bah oui, j'imagine le processus, il est intéressant. Ouais, je suis un petit peu... On dit dans les metteurs en scène, la mise en scène de théâtre, il y a différents styles de metteurs en scène. Il y a ce qu'on appelle les joueurs d'échecs. D'accord. Alors, explique-moi parce que alors, les joueurs d'échecs, si tu veux, et moi j'ai des collègues auteurs qui sont joueurs d'échecs, mais dans la littérature. C'est qu'il y a un plan hyper précis. Le metteur en scène joueur d'échecs est hyper précis. C'est-à-dire qu'il a tout prévu à l'avance. Ah oui, donc, il manipule ses comédiens, tu es un petit peu comme des pions. Pour qu'ils aillent dans la direction où il a envie qu'ils aillent. Il leur impose tout. Ils sont très dirigistes. Il a tout prévu, le temps de déplacement, le nombre de pas, le machin, le côté par rapport au public et tout ça. Donc c'est tout prévu à l'avance, tous les effets. Il y a le pugiliste. Le pugiliste. D'accord. C'est-à-dire que lui, il ne prépare absolument rien. D'accord. Il va tout le feeling. D'accord. C'est-à-dire qu'il ne prépare jamais ses mises en scène à l'avance. Sauf certains effets. Parce qu'il veut placer certains effets à l'avance quand il a lu son bouquin. Ça, c'est moi.
D'accord. Et puis, il y a celui qui travaille sur proposition d'acteur. D'accord. C'est-à-dire qu'il a fait certains trucs et il dit au comédien, allez-y. D'accord. Il laisse la liberté aux autres. Tu proposes ça, ouais, j'achète. Ok. On le fait comme ça. Tu proposes ça, non, là, j'achète pas. Propose-moi autre chose. C'est-à-dire que c'est le comédien qui met en scène. Et le metteur en scène est là pour diriger, pour accepter ou ne pas accepter. D'accord. Donc voilà, moi je suis un petit peu mélange des deux. Je suis pugiliste parce que je prépare rien, et ce sont mes personnages qui me proposent. Parfois je leur dis non, tu peux pas faire ça. Oui, là c'est pas possible. C'est pas possible. Donc calme-toi. Reste où tu es, on va faire autre chose, on va trouver autre chose. Voilà, propose-moi autre chose. Et dans ton parcours d'auto-édition, est-ce que tu as eu des difficultés? Est-ce que tu as rencontré des obstacles? Oui, alors en librairie, alors soit moi j'ai eu dans une librairie, je suis arrivé avec mes bouquins, édités par Amazon, imprimés par Amazon, et la dame, la première chose qu'elle a fait, déjà un petit regard un petit peu comme ça, et puis elle a tourné les pages jusqu'à la fin pour voir où c'était imprimé. D'accord. Et quand elle a vu Pranking in Pologne Amazon, pour Amazon, elle m'a dit je ne prends pas. Ah oui, vraiment, c'est aucune discussion possible. Non, je ne prends pas, c'est du Amazon, c'est le grand Satan. Et elle a commencé à me faire la grande leçon sur les esclaves d'Amazon, sur machin, enfin, toute une leçon je dirais presque de morale sur Amazon, qui exploitait les gens, qui exploitait ci, qui exploitait ça, tout ça. Alors moi, j'ai simplement demandé, j'aimerais faire un tour dans votre boutique, une grande librairie, pour voir le nombre de trucs d'origine chinoise, coréenne et tout ça qui sont là, parce que si on parle d'esclavage, on va en parler. Et Amazon esclavagise sans doute moins que les ouvriers chinois et coréens, qui sont eux des esclaves vraiment voilà. Et je voudrais bien éventuellement voir aussi des étiquettes de vos fringues, voir d'où ça vient. Voilà, donc elle n'a pas apprécié du tout l'humour, parce que je dis ça avec humour. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est la difficulté Amazon. Donc j'ai arrêté de travailler. J'ai encore des bouquins chez Amazon, mais en fait, il y en a une partie imprimée chez Amazon qui sont vendus par Amazon, et une autre partie que je vends en salon ou en librairie, qui sont imprimés par notre imprimeur. Book Factory, c'est ça? Hein? C'est Book Factory, c'est ça? Book Factory, c'est ça. D'accord. Et puis l'autre, c'est... Parce que du coup, c'est pas écrit par Amazon, c'est vraiment écrit par Book Factory. Ouais. Donc les libraires font pas le lien et... Non, c'est Book Factory, donc même si ça vient de Pologne, et c'est très drôle, parce que ça vient d'une imprimée polonaise. Et oui. Qui peut-être travaille pour Amazon aussi. Et oui, peut-être. On est dans une espèce et c'est plus une espèce comment dire, de bienséance. C'est de la bienséance, parce que le gros problème, c'est qu'en France, on s'en rend bien compte, les seules plateformes qui jouent le jeu d'auto-édition et qui respectent leurs auteurs, et qui éditent les auteurs, tout ça, c'est Amazon et la Fnac. Ils jouent le jeu. Ils jouent réellement le jeu, quoi. Et ceux qui nous respectent et qui nous vendent le plus, et qui nous font venir en centre de dédicace, et où on est hyper bien reçus, c'est les grandes surfaces. C'est-à-dire, c'est Leclerc, Carrefour, c'est Cultura aussi. Voilà, Cultura, c'est ceux qui nous reçoivent. Oui. On fait des séances de dédicace, on est bien reçus, il y a une pub, on existe, ils nous respectent, quoi. Ils nous font des vrais contrats et tout. Et c'est dommage qu'il y ait des librairies, parce que je pense que l'auto-édition est en train de prendre de l'importance, est en train d'exister de plus en plus, et je pense que les libraires qui ne prendront pas le train en marche vont faire une erreur, parce que l'édition est en train de changer. L'édition de papa est en train de changer. C'est en train de muter, oui. C'est en train vraiment de se modifier, et je pense que l'auto-édition est une des possibilités de demain par rapport à la littérature. Tout à fait. Et les libraires qui ne vont pas prendre de train risquent de rester un petit peu sur le carreau. Et oui, et du coup, c'est un peu comme si se tirer une balle dans le pied, parce que finalement, ils se ferment à un lectorat qui existe, parce que voilà, les auteurs auto-édités ont leur lectorat, et ils se ferment à ça, en fait. C'est dommage. Et puis j'ai expliqué à la dame, justement, de cette librairie, en disant Amazon et Grand Satan, je dis là, vous faites un mauvais calcul, parce que là, je vous amène des bouquins. Vous prenez vos 30% et vous les vendez. Et oui. Mais je sais que j'ai des clients, des gens qui veulent acheter mes bouquins. Donc ils iront en librairie. Mais s'ils ne les trouvent pas en librairie, ils iront sur Amazon. Et là, c'est Amazon que vous enrichirez et vous n'aurez pas vos 30%. C'est ça. Et moi, à la limite, j'aurai plus de sous en vendant sur Amazon qu'avec vous. Donc là, comme tu l'as dit, vous vous tirez une balle dans le pied. Certains comprennent, d'autres ne veulent pas. Non, mais c'est dommage du coup. Mais c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et il y a des gens qui... Alors, ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est cette espèce donc, de mépris. Donc récemment, je suis allé dans un truc assez sympa qui fait à la fois bar et librairie. D'accord.
spécialisé dans le polar. D'accord. Donc je vais boire un café, tout ça, et j'ai sorti mes bouquins, mes polars, et le mec m'a regardé avec un mépris. C'est vrai. En me disant, nous, l'auto-édition, merci bien. Oh. On ne prend que des vrais auteurs reconnus par les maisons d'édition. Oh non, des vrais auteurs, Voilà. cette expression m'horripile. Alors il m'a dit, si vous voulez que je prenne la peine de lire votre livre, soyez édité par un véritable éditeur. Ah là là là. Et moi j'ai dit, écoutez, vous ne prendrez pas la peine de lire mon livre. Bah oui, je Parce que si je suis... me donnerai pas la peine de revenir. Et ben voilà, j'ai pris son ton, j'ai dit, si je suis édité par un véritable éditeur, j'irai chez un véritable libraire. Et pas dans un bar qui vend quelques bouquins. Quoi. Et je suis parti, mais on n'était pas bons amis. Oui, j'imagine. Non, mais c'est vrai qu'il y a des clichés qui restent encore aujourd'hui autour de l'auto-édition. Ouais, les gens pensent, je sais pas si t'as peut-être pas connu un truc qui s'appelait la pensée universelle. C'était les premières maisons d'édition à compte d'auteur. Si, oui, j'ai un petit peu entendu parler de ça. Donc ils lisaient ton livre, ils trouvaient ça génial, même si c'était à gerber, et ils te disaient, nous on vous édite, ça vous coûtera... alors c'était en francs à l'époque, ça vous coûtera 2 millions de centimes ou 3 millions de centimes, enfin j'en sais rien, je sais pas les prix, ça vous coûtera tant, quoi. Oui. Donc c'était vraiment du compte d'auteur où tu payais l'imprimé, tu payais tout et tu payais le prix fort. Oui, c'était vraiment une somme rondelette. Ouais, c'était cher. Un peu le prix que ça va te revenir avec Bookilis ou d'autres, qui sont quand même des structures qui font du pognon sur les auto-édités. Complètement. Parce que les gens qui travaillent avec ces structures, si je comprends totalement, moi j'ai la chance, si tu veux, de savoir observer d'ordinateur parce que ça fait partie de mon métier, de savoir observer d'un traitement de texte, de savoir observer Photoshop, d'InDesign, de plein de choses. De faire tes couvertures aujourd'hui. Voilà, d'avoir une femme infographiste, ça aide aussi. D'avoir toutes ces choses-là. C'est des casquettes qui te servent, qui te sont vraiment utiles. Voilà. Mais les gens, si tu veux, qui, je comprends, qui ont plein de choses à dire, à écrire, qui n'ont pas la capacité, qui n'ont pas les compétences, qui n'ont pas appris à se servir de ça. Moi, j'en connais qui demandent tout à Bookilis ou autre organisme, qui va leur faire l'affiche, qui va leur faire la couverture, le 4e de coup, la mise en page, qui leur fait la mise en page, la correction, et à la sortie, ça coûte à peu près le bouquin d'un auto-édité. Ah oui, complètement. Et en plus, ils vont leur vendre le livre à eux 8, 9, 10 euros, pour qu'ils puissent eux le vendre 13, 14 euros. C'est ça. Donc ils ne vont pas récupérer grand-chose dessus. Moi j'ai une copine qui fait faire ses gravures, enfin ses premières de couve, par une artiste, c'est magnifique. Mais elle lui prend, je crois, 400 ou 500 euros par couverture. Je dis, putain, t'as intérêt à en vendre des bouquins pour que ça te... Pour que ça soit rentabilisé. Pour que ça rentre dans tes frais. C'est ça. Voilà. Complètement. On parlait de quoi juste avant de l'auto-édition et du petit mépris. Oui, je disais, voilà, il y a vraiment des clichés qui est resté dans l'auto-édition aujourd'hui. Est-ce que c'est des clichés que tu as partagés quand tu as commencé à trouver l'auto-édition ou pas du tout? Non, parce que moi, je chronique pas mal de bouquins. J'ai un blog dans lequel je chronique des bouquins. Et maintenant, je ne lis pratiquement que des auto-édités. C'est vrai. Je suis pareil. Alors, il peut m'arriver de temps en temps de dire, putain, lis celui-là. Déjà, j'ai un problème avec les prix. Ceux qui gagnent des prix, c'est plus une histoire de pognon, de machin, de trucs, toi. Et puis, moi, les grands auteurs, ceux qui sont beaucoup vendus, tu vois, les Lévy, les Musso. J'en ai lu un ou deux. Et je me dis, je me fais chier. Ah oui, non, mais tu peux, moi aussi. Voilà, je me fais chier, j'aime pas. Et tu vois, le truc qui marche à fond, là, les piliers de la terre, c'est, rappelle-moi son nom, les piliers de la terre, tu sais, il écrit plein de pavés comme ça. C'est pas Lévy? Non, c'est pas Lévy, c'est un anglais ou un américain. Ah, je me souviens plus. Alors, j'ai lu les piliers de la terre, c'est intéressant, donc c'est un pavé comme ça se passe à l'époque médiévale. Tu sens bien qu'on est dans la ligne éditoriale choisie, c'est-à-dire que c'est écrit en américaine, comme les séries américaines, certaines séries américaines ou les films, c'est-à-dire que tu as tant de romances, un pourcentage, tu as tant de cul, un pourcentage suivant le public, tu as tant d'aventure, tu as tant d'exotisme, c'est pourcentage, tout est machiné. Alors tu as tant aussi d'historique, parce que c'est des romans historiques, donc tu sens, si tu veux, qu'il y a alors le mot maintenant est refusé, je sais pas comment on peut dire, des nègres, des aides qui ont fait tout le côté historique, qui ont fait des recherches, t'en as d'autres qui ont fait le côté paysage, donc lui en fait il se contente de regrouper tout ça, il fait un bouquin, et si tu lis la suite, qui s'appelle je sais plus comment, qui se passe 80 ans après, tu te rends compte que c'est exactement le même livre, sauf qu'on a changé le nom des personnages, on a changé d'époque, c'est ça, on a changé mais c'est le même livre, c'est la même chose, tu vois, c'est comme les romans harlequins, où en fait tu as tout le temps le même fil narratif au final. Tu changes uniquement, la nana elle est plus infirmière, mais elle est devenue serveuse. Elle est serveuse, c'est la même histoire. Le beau mec, il n'est plus chirurgien, qui a eu les yeux clairs, là, mais il est devenu pilote de chasse, mais c'est la même histoire.
Et ça, j'ai pas envie, quoi. Et alors, par contre, je trouve dans les bouquins auto-édités des pépites parce que les gens n'ont pas de consignes et de lignes éditoriales. Ils écrivent ce qu'ils veulent. Et c'est une multiplicité et d'univers, c'est incroyable. Il y a plein de trucs. Moi, j'adore. Parce que c'est ça, comme il n'y a pas de restrictions, mais du coup, ils construisent vraiment leur univers comme ils l'entendent et c'est hyper riche. Ah oui, moi, je trouve ça hyper riche et c'est pas aseptisé, quoi. Oui. C'est pas aseptisé, c'est bout de pomme. Alors, parfois, c'est maladroit. C'est vrai que tu trouves plus de fautes d'orthographe quand t'en trouves aussi dans le bouquin édité. Ah oui. Des fautes de français aussi, parfois. Mais j'estime que quelqu'un qui a des choses à dire, l'orthographe devient presque... Alors, faut pas qu'il y ait une faute par mot, mais ça n'empêche pas la puissance de ce qu'il a à dire. C'est pas parce que tu veux, il ne maîtrise pas à fond le français qu'il n'a pas le droit de s'exprimer. Complètement. Alors après, s'il peut se payer les services d'un correcteur, c'est encore mieux. Bien sûr. Ça cher un correcteur. Moi, j'ai attendu mon 6e, 7e bouquin pour me le payer, quoi. C'est ça. Donc, et je sais qu'il y a des coquilles, hein, même si je fais hyper attention, et là, j'ai des coquilles, je sais, qui traînent sur certains bouquins. Il faut pouvoir quand même investir aussi. Mais c'est ça. C'est pas à la portée de tout le monde. Donc voilà, je lis pratiquement que de l'auto-édité maintenant, et je trouve vraiment des pépites, quoi, des bouquins qui sont touchants, qui sont drôles, qui sont forts, qui sont parce que tu sens un besoin, un Lévy, un Musso, ou par exemple quelqu'un comme il s'appelle les fourmis, Weber. Les fourmis, c'était hyper intéressant le premier. Après le deuxième, je t'avoue, j'ai craqué, le troisième, j'ai laissé tomber. mais Weber, on sent, comme les autres d'ailleurs, que c'est son métier, mais ce que je peux comprendre, hein. Donc il fait de la production. Donc il n'a pas le temps réellement, donc voilà. Il avance, il fait toujours plus ou moins le même truc. Alors il a des idées, comme le papillon, je ne sais pas si tu l'as vu, le papillon aux étoiles. L'intrigue au début était hyper intéressante, et tu sens que la fin elle n'est pas créée, elle est chiante. Ah, c'est dommage. Il ne sait pas faire les fins. Alors il nous ressort Adam et Ève qui partent dans l'espace, qui vont recréer le monde ailleurs. Non, on l'a vu 150 000 fois, c'est connu à fond, quoi. C'est clair. Et alors parfois il sort un truc, waouh, tu dis waouh. Notamment un truc qui se passe dans une décharge publique dans un futur, je ne sais pas si tu connais ce bouquin, il est magnifique ce bouquin, mais il est passé totalement inaperçu dans la carrière de Musso parce qu'il est mal vu, parce qu'il sort... Ah, il sort un peu de ce qu'il a l'habitude de faire. Voilà, qu'il a l'habitude de faire. Donc c'est moins bien vu. Ça sort de la ligne, mais lui il peut se permettre aujourd'hui. Bien sûr, voilà, de toute façon, au vu de sa notoriété. Voilà, donc c'est marrant parce que moi j'ai eu récemment quelqu'un qui a vraiment écrit un bouquin, un hommage à Agatha Christie, donc qui a pris un petit peu le genre Agatha Christie, aussi bien au niveau du décorum qu'au niveau de l'écriture un petit peu ancienne, un petit peu, tu vois, et tout ça, et elle s'est fait incendier par des... C'est vrai? Ouais, parce que c'est du Agatha Christie, c'est vieux, c'est suranné, blablabla. Par contre, un Musso va faire un Agatha Christie, on va l'applaudir dès demain. Bien sûr. À la limite, tu enlèves la signature de la minette qui est totalement inconnue et tu mets Musso à la place, tout le monde va faire très près, quoi. Oui, avec le même texte. Donc voilà pourquoi je lis essentiellement d'auto-édité. Oui, bien sûr. Et je partage complètement. C'est pareil, ça fait 3 ans du coup que je suis là-dedans. Je lis que ça aussi aujourd'hui. Ouais, moi j'ai pratiquement que ça. C'est, en plus, tu sens qu'ils écrivent aussi pour être lus et pas pour gagner leur vie. Tous pratiquement. Donc, quand tu achètes un bouquin en liseuse à 2,80 €, ça va. Même si c'est mauvais, tu prends pas beaucoup de risques, quoi. Complètement. C'est ça, puis c'est s'ouvrir du coup à des univers auxquels on ne peut pas forcément s'attendre. Oui, il y en a des mauvais, hein. Ah oui, mais oui, il y a des bons et du moins bons, bien sûr, et c'est normal. Mais il y a aussi de très belles choses. Les mauvais, ceux que je trouve mauvais, je ne les chronique jamais. D'accord. Tu laisses pas quand même passer ton avis. Je dis toujours ce que je pense, donc je vais pas, si tu veux, encenser un bouquin que j'ai trouvé mauvais. Donc je vais contacter l'auteur, lui dire pourquoi je ne l'ai pas aimé. Et lui faire plus un travail de bêta lecture, s'il le veut, que de chroniqueur. Alors il y a des bouquins que je vais lire que je vais trouver pas mal, sympa, intéressant, machin, mais, il y a un mais, ça je vais l'écrire. Mais quand on va noter sur 10, quand j'arrive si je notais une note, je mets pas de note, mais si je mettais une note, si j'arrive à 4 sur 10, je chronique pas. D'accord. Je vais chroniquer jusqu'à 5-6, quoi. Oui. Mais pas en dessous. Parce que c'est méchant et descendre quelqu'un. Oui, c'est pas le but. Non, c'est pas le but. C'est méchant. Et c'est déjà assez difficile en plus pour les auteurs indépendants de se mettre en avant. Moi, descendre en flèche comme ça, je le vois certains le faire. Ah oui, je trouve. Non, je partage pas non plus cette vision des choses. Non, je trouve ça parce que je sais que le mec ou la nana qui a écrit ça, même si le résultat n'est pas mirobolant, il a mis ses tripes, il a passé du temps, il a envie que ça marche. Donc je vois pas l'intérêt de descendre en flèche. C'est clair.
Non. On va doucement arriver sur la fin du podcast. Yes. J'ai quelques dernières questions à te poser. Vas-y, j'essaie de ne pas être leur souci. Tu en fais ce que tu veux de ces questions, tu réponds pas, dans l'ordre que tu veux. J'en ai 3 à te poser et après tu te débrouilles avec. Vas-y. D'accord. Donc, la première question est si tu pouvais t'adresser au Jean-Benjamin Jouteur qui a commencé à écrire, qu'est-ce que tu lui dirais? Attends, il y a les 2 autres qui arrivent. Ah, d'accord. Il y a comment t'imagines l'auteur qui est en toi dans quelques années? Et la dernière question étant, si un jeune auteur ou une jeune autrice vient te voir, qui n'est pas encore publié mais a envie de le faire, vient te demander conseil, que lui dirais-tu? Alors, je dois répondre aux 3. C'est comme tu veux, t'es pas obligé. Alors, déjà, je vais te répondre à la seconde. Comment je vois le Jean-Benjamin Jouteur de demain, entre guillemets. Et je suis incapable de me projeter dans l'avenir. C'est vrai? Ouais. Je ne me projette pas dans l'avenir, je ne prends jamais ce qui agace beaucoup ma tendre épouse. Je suis incapable de me projeter dans l'avenir. D'accord. Donc j'ai une vision un petit peu de... non pas de poules, tu sais, parce que les poules, pourquoi je parle des poules, c'est que Abby existe parce que je la vois. Tu vois, mais à partir d'une poule marche comme ça, à partir du moment, si tu veux, où elle regarde ailleurs, alors Abby a vachement d'importance à mes yeux quand je la vois. Mais à partir du moment où je regarde ailleurs, Abby n'existe plus. C'est les poules, ça, hein, j'exagère. Et vraiment, ça marche comme ça avec demain. Comme je ne vois pas demain, je vis l'instant présent. Oui, c'est vraiment au jour le jour. C'est au jour le jour, je vis l'instant présent parce que j'ai tellement... C'est tellement important, c'est si court qu'on a à vivre, que se projeter dans l'avenir, c'est forcément se créer des peurs aussi. Oui. Ou se créer aussi, non seulement des peurs, mais des déceptions. Il est évident que j'aimerais que demain, on me dise « ton bouquin est tellement bien qu'il va gagner un prix ». Je dis ça n'importe quoi. Hein. Mais je vais être forcément déçu. Donc j'ai pas envie de me projeter par rapport à ça, quoi. Donc si ça m'est arrivé avec Errance en ce moment, si on me dit il a été sélectionné par un jury de lecteurs, et voilà, c'est pour moi qui l'ai cherché, je dis tant mieux, mais je vais pas me projeter en décembre pour savoir si je vais gagner. T'attends de voir. Si ça arrive, tant mieux, quoi. Ça marche. Mais j'ai suffisamment de joie à savoir qu'il a été retenu par un jury de lecteurs. Complètement. Ça me suffit. Bon, voilà la première question. Rappelez-moi l'autre, la première, c'était... La première, c'est si tu pouvais parler au Jean-Benjamin Jouteur qui commence à écrire, qu'est-ce que tu lui dirais? Fais ton expérience. Fais ton expérience et n'écoute pas trop les conseils des autres, ni les miens. Essaie d'exister par toi-même. Et plante-toi, parce qu'en se plantant, c'est le meilleur moyen de... Quand tu publies, mon premier bouquin, je l'ai publié, il avait pas mal de fautes, parce que j'étais pressé. C'est vrai, t'avais hâte. J'avais hâte d'avoir mon bébé dans la main et tout ça, j'avais hâte de le faire lire et tout. Et les gens me disaient ne te presse pas. Ils avaient raison, mais je les écoutais pas. Donc j'ai sorti, et quand je me suis relu, et quand des gens m'ont dit c'est bien, mais tu devrais quand même corriger certaines fautes, j'ai dit putain, ils ont raison, quoi. Et donc, je n'ai pas écouté les conseils des autres, mais j'ai écouté les miens après. Quand j'ai déposé de sortir le deuxième, j'ai dit oh, t'as vu ce que t'as fait au premier, t'es obligé de réécrire des trucs, donc vas-y coulos. Et à chaque fois, donc je crois que la meilleure expérience c'est celle qu'on a. Alors on écoute les autres évidemment, bien sûr, mais je pense que c'est bien aussi de s'écouter soi-même. Et de faire des conneries, parce qu'on apprend vachement dans les conneries. Quoi. De toute façon, si on n'essaye pas et qu'on se plante pas, on peut pas évoluer non plus. Hein. Ouais, je pense pas. Je pense qu'il faut écouter un petit peu les autres, mais ils ont pas la science infuse, ils peuvent se planter, et tu peux te planter toi aussi, puis c'est pas grave, on se plante, on se ramasse, et on complètement. Et donc, si quelqu'un vient te voir, un jeune auteur ou une jeune autrice vient te voir, qui n'est pas encore publié, mais qui a envie de le faire, il te demande conseil, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors ça dépend sur quoi il me demande conseil. Moi, je fais pas mal, entre guillemets, de bêta-lecture aussi. Donc, des gens qui m'envoient leur manuscrit. Et on a tout un truc qu'on a mis en place, un truc entre auteurs, copains, où on s'envoie mutuellement nos manuscrits. Ah, c'est génial. Et donc, moi, dès que j'écris un truc, je balance à des copains, eux me balancent le leur. Et que des copains écrivains? Copains écrivains, et comme c'est des gens qui sont nos pères, et ben PIR, hein, S, on peut parler librement. Je peux dire, tu m'envoies toi un truc, Abby, et je dis Abby, j'ai bien aimé le fond, mais moi la fin ne me plaît pas. Je dis pas que tu t'es planté, mais à mes yeux, ça ne fonctionne pas, ou elle est trop bâclée, ou elle est trop machin, et ton truc. J'aime bien ton fond, mais j'aime pas trop la façon, tu vois. Et après on en discute. Alors, il y a des choses qu'on va garder à 100, qui veut garder, non, parce que c'est ma décision. Ah oui, voilà. Ok, c'est pour l'auteur. Mais donc je dis, ah putain, c'est vrai. Non, tu me le dis, toi. Et donc je proposais un travail de bêta-lecture pour son livre, en disant, attention, j'ai pas la science infuse, et c'est mes yeux à moi. Puisqu'on peut pas plaire à tout le monde de toute façon. Donc c'est mes yeux à moi. Par contre, au
au niveau de l'édition, de son travail d'auteur, je dirais un truc important, soit le plus précis possible, et informe-toi, fais un travail de recherche quand tu t'attaques sur un texte, il y a tout un univers à mettre en place, un univers, que ce soit un univers un paysage, que ce soit des infos sur telle pratique, tel métier, tel truc, tel machin. Il faut vraiment que tu sois hyper argumenté, documenté. Donc n'aie pas peur de te documenter, pour que les gens, parce que tu tomberas sur quelqu'un qui va lire, si tu parles par exemple de la paysannerie, je dis n'importe quoi, et que c'est faux ce que tu racontes. Tu tomberas sur quelqu'un qui connaît bien ce métier-là, et qui va dire, il dit n'importe quoi, il se trompe. Et ça va lui bouffer la lecture. Donc sois hyper sûr de ce que tu mets. Ou alors fais de la SF. Comme ça tu peux tout inventer. Et oui. Voilà, tu peux même inventer des techniques, mais on doit être toujours logique. Mais quand bien même en SF, en fantasy ou en fantastique, il y a quand même des codes, il y a des cohérences à suivre. Si tout pas dans tous les sens n'importe comment, c'est pas... Voilà, il soit vachement précis, et puis soit aussi, ça aussi c'est important, logique avec toi-même, c'est que si tu pars dans un truc, n'oublie pas au chapitre 10, n'oublie pas ce que tu as dit au chapitre 5. Tu te contredises pas. C'est-à-dire que si tu appelles ton personnage Elodie, ne va pas l'appeler Eulalie, parce que c'est arrivé. Ou la même orthographe, ça peut gêner des gens. Oui. Des trucs comme ça où tu vas changer d'orthographe, tu vas changer de machin. Sois hyper précis par rapport à ça aussi. Donc, en fait, travaille, quoi. C'est un vrai travail. Travaille à fond ton truc, ton personnage, ça c'est le comédien qui parle. Travaille à fond ton manuscrit. Ouais. Et tes personnages. Voilà. Et ça aussi, les personnages, c'est important de les faire travailler. De les travailler réellement, qu'ils existent. C'est ce que j'explique à mes élèves. Si tu veux qu'on croie à ton personnage, tu dois y croire toi-même, donc il doit exister en toi. Sinon, moi, je ne vais pas y croire à ton histoire. Bien sûr. Et je pense qu'un auteur, c'est pareil. Il crée un personnage, il doit réellement exister, ces personnages. Moi, j'ai la chance, si tu veux, d'avoir des personnages souvent qui existent réellement. Oui, tu t'inspires de choses réelles. Donc, ouais, tu vois, dans le polar qui parle d'une fille qui s'appelle, j'ai perdu son nom, Coralie. Non, Vicky, elle s'appelle Vicky. C'est une pièce. Et j'ai fait jouer cette pièce par mes élèves de l'école de théâtre. Et la fille qui a joué le rôle de Vicky, qui est une comédienne et qui est aussi mannequin, je lui ai demandé, et c'est elle que j'ai décrite dans mon bouquin physiquement, totalement physiquement, je l'ai décrite elle. Et je lui ai demandé si elle pouvait devenir, en fait, personnifier réellement Vicky. Donc sur les photos, c'est elle qui pose, qui fait Vicky, sur le trailer, c'est elle, sur les machins, c'est elle. T'as vraiment été au fond du bébé. C'est elle. J'ai même décrit parfois un peu son caractère aussi, tu vois. Donc c'est hyper, parce que je l'ai en face de moi, quoi. Donc je l'ai fait exister. Et les gens connaissent Vicky parce que c'est elle, quoi. C'est super. Et voilà. Et en tout cas, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. Et merci à toi pour le temps que tu m'as accordé aussi. Avec très grand plaisir. Et puis de toute façon, on peut se retrouver très rapidement sur les réseaux sociaux si on veut suivre tes autres aventures en cours ou à venir. À venir, en cours, à venir on verra. En tout cas, il est en ton cours. Et je remercie ton assistant, Monsieur Hibou, qui est fort sympathique mais pas très bavard. Non, mais il est très discret, il sait très bien faire son travail, il est assistant réel et il est parfait. Merci à toi et puis à très bientôt. À très bientôt.